Donc les ressources de la planète, on l'a dit, sont limitées, elles se raréfient. Alors quand je parle de ressources, je parle de métaux, je parle de ressources, de sources d'énergie, bien évidemment, hein, les énergies fossiles notamment. L'environnement est fragile, il va se dégrader extrêmement vite, il se dégrade actuellement extrêmement vite. Quand on parle d'environnement, en fait, on parle de ce qui nous entoure, mais nous, on en fait partie, il ne faut pas l'oublier non plus, on ne devrait d'ailleurs pas utiliser le mot environnement. Le réchauffement climatique de la température moyenne sur Terre est complètement déréglé, enfin, ça dérègle le climat. Alors, les climats dans la mesure où en fait il y a plein de climats sur la Terre. Nous on parle de réchauffement du climat, mais en fait au bout du compte c'est tous les climats qui sont partout sur la Terre qui sont en train de se dérégler. Climat tempéré, climat tropical, équatorial, tout ce que vous voulez. Petit à petit, on est en train de perdre les bases que l'on avait. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est quoi les conséquences négatives pour la suite, notamment sur la biodiversité, parce que nous, on fait partie de cette biodiversité. On a bien compris que si on consommait trop, si on réchauffait le climat, il y avait 2-3 petits soucis par la suite. Et pour les lieux de vie, dont nos lieux de vie font partie. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'avant tout, visiblement, ça va trop loin. Et si ça va trop loin, eh bien, ça donne quoi? Alors, ça donne ce genre de choses. Vous avez vu ce magnifique surfeur qui est en train de nager, de faire du surf parmi les déchets. Ça aussi, des déchets plastiques partout. Je vous rappelle que le 21e siècle, c'est le siècle, enfin le 20e et le 21e, c'est le siècle des déchets plastiques, c'est le siècle du plastique. On a tout fait en plastique depuis les années 60-70. Là, on est aux Philippines, par exemple, vous savez, il y a de l'eau en dessous, là. Donc là, vous avez un bidonville, les gens se sont installés là où ils pouvaient. Et puis, finalement, là, on a une zone d'évacuation avec un canal. Et puis, leurs déchets à eux se terminent là, mais c'est surtout les déchets de tout le reste de la ville. Donc là, en fait, l'eau, on la voit plus. Donc la vie ici, on oublie, et puis la vie pour eux, elle n'est pas super. Partout où on voit du plastique comme ça, il faut qu'on se dise que ça correspond à des statistiques quand même. Et c'est pas n'importe lesquelles. Chaque année, là, on est sur un niveau à peu près de 10-12 millions de tonnes de déchets plastiques jetés, d'accord, un peu partout, notamment dans les océans. Et là, en l'occurrence, à ce niveau-là, on estime, vu la grande accélération de la consommation, notamment dans les pays en développement, et puis que nous, on ne fait pas beaucoup d'efforts pour moins consommer, on estime qu'en 2050, 2060, on devrait être à peu près à près de 60 millions de tonnes de déchets plastiques qui rejoindront en partie aussi les océans. 60 millions de tonnes. On va donc multiplier à peu près par 6 ce que l'on fait déjà, qui est déjà désastreux. Imaginez le futur qu'on se prépare. Alors ce qui est intéressant, c'est la statistique suivante. Imaginez qu'à chaque chaque minute, vous allez avoir l'équivalent d'une benne à ordures, un camion poubelle, chargé de plastique, qui déverse son contenu dans l'océan. D'accord? Imaginez, dans une minute, on pourra se dire, il y a l'équivalent d'une benne à ordures qui a rejoint les océans quelque part. Imaginez du coup au bout de 24 heures, imaginez au bout d'un an, etc. Donc vous comprenez alors pourquoi on parle alors à certains endroits, selon les courants qui ont amené ces plastiques, pourquoi on parle de continents de plastique avec plusieurs milliers de kilomètres carrés qui sont envahis par le plastique, et pourquoi à certains endroits, même chez nous, sur la Terre, pas dans les océans ou à l'autre bout de la planète, on se retrouve avec du plastique absolument partout, on ne va pas savoir quoi en faire. On finit par l'enfouir, on finit par le brûler, on finit par en faire ce qu'on peut, mais toujours à base d'énergie en tous les cas. Alors forcément, en plus, c'est pas très glorieux derrière, vous avez vu, on essaie de faire ce qu'on peut, nous, et puis ça devient une espèce de petite source de revenus pour certains, les plus pauvres en tous les cas, qui gagnent quelques centimes, à aller envoyer ceci, se faire recycler. Au passage, c'est que le recyclage, on en parlera plus tard, c'est pas la panacée, c'est 9% seulement du plastique qui peut être recyclé. Alors quand nous, en plus, on envoie énormément de nos déchets à l'extérieur, alors qu'on croit que c'est recyclé chez nous, par l'usine Paprec par exemple, et non, en fait, c'est recyclé, soi-disant, dans d'autres pays, et en fait, c'est pas forcément recyclé, d'accord? C'est enfoui, ou alors laissé tel quel dans des décharges gigantesques, en espérant qu'un jour, ce soit réglé, ce problème. Alors, ce ne sera pas réglé, en fait, c'est ça le problème. Et puis, forcément, la combustion des énergies fossiles, elle apporte son lot de malheur également pour tout le monde, dans des villes où on se développe de plus en plus. On parlait tout à l'heure de Dubaï, de Hong Kong et autres, ici on est à Pékin. La dernière fois qu'ils ont vu le jour, je veux dire de manière régulière, c'était au moment des JO de Pékin, d'accord? Parce qu'on avait demandé à toutes les centrales thermiques à charbon, stop, on arrête et on profite, d'accord? Parce qu'il faut donner une bonne image de la Chine, de la ville, de l'environnement. Le vrai Pékin, c'est ça, d'accord? Là, quand on prend une image, une photographie de loin, on voit mal. Vous comprenez alors pourquoi? De plus en plus, il y a des morts liées à la pollution en Chine, mais partout ailleurs également. Si on prend le cas de la France, c'est 48 300 morts par an, c'est 9% des décès, 13% dans les grandes villes, 7% dans les campagnes. Juste avec la pollution.
d'accord, notamment liées aux particules fines. Alors là, vous avez par exemple ici une carte qui vous montre du coup où est-ce que l'on concentre le plus de particules fines. Alors c'est principalement généralement dans les villes, on le voit ici très bien par exemple avec Paris. Alors c'est vraiment embêtant parce que vous avez des endroits comme ça, et ici on vous dit ça vous apporte une perte d'espérance de vie très importante à partir de 30 ans. En nombre de mois, ça fait par exemple 27 900 morts sur 15 mois, 6 200 sur 11, 7 900 sur 10 et 8 300 sur 9. Alors ça vous laisse une idée de ce que ça peut amener. C'est une société qui est malade tout simplement. Et vous comprenez alors pourquoi on parle d'espérance de vie qui est faussée. On dit 81 ans d'espérance de vie en France. En fait, en vrai, c'est entre 70 et 75 ans d'espérance de vie en bonne santé. Ce qui est pas mal déjà par rapport au reste du monde. Par contre, voilà quoi. On va au-devant de quoi? Actuellement, on est à 400 000 cancers par an en France. 400 000 cancers par an et le nombre augmente. Alors il n'y a pas que la pollution de l'air par exemple, mais il y a plein d'autres pollutions, mais quand même, ça pose des questions. Ici, si on regarde à l'échelle mondiale, c'est 9 millions de décès prématurés liés à la pollution dans le monde. Et ce que vous remarquez aussi, c'est qu'il y en a un très très gros paquet, en termes de statistiques, qui sont dans les pays pauvres. D'accord? Et ça, c'était pas prévu au départ. On pensait que c'était souvent dans les pays riches, sauf que nous, on donne aux pays pauvres à faire à notre place. À faire quoi? Notamment développer des usines de plus en plus grandes et nombreuses qui nécessitent beaucoup d'électricité, qui fonctionnent très souvent avec des centrales à charbon pour fabriquer nos objets de consommation par exemple. D'accord? Alors donc du coup, on constate aussi que chez nous en France, des choses qui paraissent totalement anodines mais qui mine de rien sont faites grâce encore à ces énergies, à ce pétrole magique, c'est la possibilité de donner aux gens une voiture, des routes qui leur permettent d'habiter plus loin que leur lieu de travail et donc de venir, je sais pas moi, dans une zone de lotissement en couronne périurbaine par exemple de Toulouse. Ici on est à Nancy pour le coup. Et puis vous voyez, tout le monde a la même maison, mais chaque petite maison nécessite beaucoup de béton, beaucoup de terrassement, de ciment, tout ce que vous voulez, de matières premières. Et puis aussi, il y aura, dans ces maisons-là, il y aura aussi beaucoup de meubles, d'objets, tout ce que vous voulez, qui sont liés encore une fois à l'énergie et au transport de matières premières ou au transport d'objets qui viennent d'ailleurs. Et puis surtout, on va artificialiser les sols. Ici, on artificialise avec la route, on artificialise en mettant une dalle de béton partout là où il y a des maisons. Et donc ça veut dire que vous avez des milliards d'êtres vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux, insectes, herbes, plantes, tout type de choses qui appartenaient à un bois avant, ou encore du coup les oiseaux qui mangeaient les insectes et tout ce qu'il y avait dans le sous-sol, tout ça, ça va disparaître. Partout où on met du béton, le sous-sol, il n'y a plus rien, et ce qui est en surface, il n'y a plus rien non plus. Donc les animaux se barrent et les végétaux n'existent plus. Là, on se retrouve alors avec ce qu'on appelle un génocide organisé pour la valorisation humaine. Nous, on parle de valorisation ici. Je ne suis pas sûr que les oiseaux parlent de valorisation, eux. Par contre, du coup, ce qu'on sait, c'est que dans les statistiques, on est à près de l'équivalent d'un département qui disparaîtrait à peu près tous les 7 ou 10 ans. D'accord? Ça veut dire qu'on artificialise sur 10 années l'équivalent de la surface d'un département. Ça fait réfléchir. Et alors on parle ici de routes, de voies ferrées ou encore de zones de lotissement ou même de zones commerciales vraiment pour le coup affreuses et qui nous obligent à consommer davantage ou qui nous donnent l'envie de consommer davantage ou qui nous donnent la possibilité de consommer davantage. Et alors je vous épargne les enseignes qui peuvent être lumineuses et qui dépensent encore de l'énergie, je vous épargne l'artificialisation liée aux routes, je vous épargne pas quand même les embouteillages, vous savez bien, une fois qu'on a fait suffisamment, on a profité suffisamment des embouteillages la semaine, et on profite des embouteillages le week-end pour aller consommer des choses dont on n'a pas forcément besoin, mais en tous les cas on est persuadé que avec on sera plus heureux. Et pour faire fonctionner tout ça, on a nos centrales nucléaires ici, je ne sais pas si vous les voyez bien en arrière-plan. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que là on a le résumé global de ce qui ne va pas dans notre société, nos sociétés occidentales. Trop d'artificialisation, trop d'énergie consommée, trop de volonté de consommer, et derrière, c'est toute une organisation et toute une artificialisation autour de ça. Je continue, et alors, puisqu'on parlait d'enseignes lumineuses, puisqu'on parlait de modernité, de consommation, il faut bien penser que tous nos objets de consommation, quels qu'ils soient, on prend l'exemple du téléphone portable, parce que c'est quand même, on est rendu à l'iPhone 13 ou 14 ou je ne sais plus combien, mais imaginez que dans un iPhone, vous avez environ 40 à 60 métaux, qu'on appelle des métaux rares pour le coup, qui ne sont pas forcément rares, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Ou si on parle de transition énergétique également, il va falloir aller chercher des métaux un peu partout dans la nature. Donc on fait des grands trous, comme ici par exemple, là on doit être au Chili je crois, dans mon souvenir. Alors une mine de cuivre, là vous avez l'équivalent d'environ 2 km de large, et puis souvent 300 à 400 mètres de profondeur.
C'est le cas par exemple à Chuquicamata, justement au Chili. Et bien là, pour aller chercher du cuivre, dont on aura besoin pour faire la transition énergétique, 20 à 40 kg selon les modèles de cuivre nécessaires pour une voiture électrique, autant pour le chargeur, enfin la borne de recharge. Et puis vous allez avoir énormément de cuivre nécessaire également pour pouvoir ensuite aller chercher, ramener le courant dont vous avez besoin. D'accord, c'est un conducteur d'électricité. Et ben ça commence à faire beaucoup de cuivre. Or ici, juste pour récupérer l'équivalent de, allez, ceci, on ferait un cercle comme cela. Et ben, un cercle comme cela de cuivre, donc ça fait pas mal quand même. Et ben, on a enlevé tout ça de terre. Pour vous le dire autrement, en termes de statistiques, vous enlevez 1 tonne de roche, 1000 kg de roche, et vous allez récupérer dedans seulement 5 à 10 kg de cuivre. Et pour d'autres métaux, ça va être de l'ordre du gramme. D'accord? Parce qu'on va aller aussi chercher des tas et des tas de petits métaux dont on a besoin, notamment pour nos smartphones par exemple, qu'on ne récupérera quasiment jamais après, puisque une fois qu'ils auront été mis dans un smartphone, il y a peu de chances qu'on les retrouve quelque part. D'accord? Donc, pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire aller chercher des métaux, outre les mines de cuivre et autres, je ne vous parle même pas de tout ce dont on a besoin comme énergie pour creuser tout ça, hein, vous imaginez encore une fois, les gigantesques bulldozers et autres. Bah là, vous avez par exemple la manière dont on va fonctionner pour récupérer du lithium. Alors, ce que vous voyez là partout, ce sont en fait des saumures, des bassins de saumures. C'est un peu comme des marais salants, c'est le même principe. On va utiliser par exemple 2 millions de tonnes d'eau pour récupérer 1 tonne de lithium. D'accord? 2 millions de tonnes d'eau pour 1 tonne d'or. Donc vous avez les ordres de grandeur, il faut essayer de se les mettre dans la tête et se dire, punaise, quand je fais des petits gestes, imaginez ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Là, on est encore au Chili cette fois-ci. Et donc du coup, on va récupérer ce lithium ici. Alors l'eau va s'évaporer petit à petit et le lithium qu'on aura récupéré sous la surface, à un moment donné, va se retrouver découvert. On n'aura plus qu'à le récupérer, soit sous forme de poudre ou de cailloux, ce genre de choses, comme on le voit ici. D'accord? Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, punaise, cette manière de récupérer là de l'eau, beaucoup de temps, des ouvriers, une terre que l'on accapare pour faire ça, et puis de l'autre côté des paysans qui vont se dire en fait nous de l'eau on n'en a plus, ou plus beaucoup, et de l'espace on aimerait bien en avoir. Alors quand c'est dans les salars du Uyuni par exemple en Bolivie c'est un petit peu moins grave parce que personne n'y est, hein, un salar c'est un endroit qui est désertique. Quand c'est comme ici au Chili, des endroits où il pourrait y avoir à la place de l'agriculture, ou alors en amont de cet endroit-là, on a des gens qui vivent de l'agriculture et qui vous disent on n'a plus d'eau, bah, ça pose un problème. Parce que d'un côté, ça crée de l'emploi pour les Chiliens et ils sont très contents de pouvoir s'enrichir grâce au lithium. Nous, on est contents d'avoir ça, ce lithium, pour entamer notre transition énergétique. Et dans le même temps, vous avez une partie de la population qui ne peut plus avoir d'eau assez, en tous les cas qui est en train de faire des restrictions d'eau dans les villes principales, et carrément des paysans qui ne peuvent plus produire. Donc là, on a un conflit d'intérêts. Et puis, ces métaux rares, il faut bien penser qu'on en est tous dépendants, mais qu'on n'en a pas. Nous, en France, regardez, on est là, en Europe, en tous les cas, de manière globale, et on n'a rien de tout ce que l'on voit ici. D'accord? Je ne sais pas si vous connaissiez, hein, par exemple, là, l'antimoine, le tungstène, le gallium, le germanium, l'indium, la fluorine, etc., ou encore le titane. Bon, le titane, vous connaissez, je pense. Bah, tout ça, là, c'est essentiellement dans certains endroits. Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des métaux rares, ils sont extrêmement diffus. Il faut énormément retirer de roches pour aller chercher ces petits métaux ensuite et pouvoir les exploiter, et à chaque fois on va faire soit des techniques de saumure comme ça, soit il va falloir utiliser énormément d'énergie dans les entreprises pour casser la roche et pour séparer la roche du métal qui nous intéresse. Et puis vous remarquerez ici que quasiment tous ces métaux et surtout les terres rares sont en Chine. Alors on a d'autres choses ailleurs, hein. Vous avez vu, beaucoup de cobalt ici, d'ailleurs ce cobalt c'est terrible, mais c'est ce qui alimente en plus des guerres civiles dans le Nord Kivu par exemple en République démocratique du Congo. Le coltan par exemple dont on a besoin tous pour faire fonctionner nos téléphones portables, mais aussi nos jeux vidéo, les vidéoprojecteurs et autres. S'il n'y en a pas de ce coltan d'ailleurs, il n'y a rien de tout ça. Et bien en fait, vous avez peut-être vu hein, que c'est un métal qui est très difficile à aller chercher, et ce sont essentiellement des jeunes enfants en fait, qui se faufilent dans des cavités, qui vont aller chercher pendant des heures ce coltan dont on aura besoin, et eux ils vont être très très peu payés, pendant que nous on sera bien contents de l'avoir à bas prix. Et puis derrière on finance du coup des guerres civiles. Alors c'est pas très très beau, sauf qu'on en a besoin aussi de ce cobalt pour par exemple les voitures électriques. D'accord? Donc tous ces métaux rares et terres rares qui ne sont pas forcément rares mais diffus un peu partout dans certains pays, mais certainement pas chez nous, on en est complètement dépendant.
Et partout où c'est retiré de la roche et exploité, ça pollue énormément. C'est la raison pour laquelle en Chine, on parle de milliers de villages du cancer désormais, parce que forcément, les manières d'extraire ces métaux et de les exploiter sont extrêmement polluantes, dangereuses pour la santé, et en Chine, on est extrêmement peu regardant. C'est la raison pour laquelle, du coup, tout n'est pas cher. Si on rajoute le fait que c'est eux qui vont ensuite assembler les choses et qu'on va récupérer le fruit de l'assemblage chez nous, ça fait encore énormément de gaz à effet de serre et d'énergie disponible, enfin nécessaire, pardon, pour les ramener ensuite chez nous. D'accord? D'où le fait qu'on commence à parler de faire plutôt des batteries chez nous, ou encore de relocaliser de manière générale pas mal de nos industries chez nous. Cependant, le problème c'est qu'on n'a pas les matières premières. On n'a ni gaz, ni pétrole, ni charbon, et encore moins les métaux rares et les terres rares dont on a besoin pour la transition énergétique. Et ça pose 2-3 problèmes quand même. Si on continue dans le cadre ici de la surconsommation, bah ici vous avez le fruit de la consommation de viande par exemple. Ici on est en Amazonie, tout ça a brûlé. Qu'est-ce qu'on y fait à la place? Soit on y met des bœufs qui serviront à la viande et que l'on va ensuite exporter dans le monde entier pour faire des steaks ou ce que vous voulez, soit on y met du soja à la place, des cultures de soja gigantesques, grandes comme la taille de la ville de Toulouse. Et puis alors on va utiliser énormément d'eau, énormément de pesticides, d'engrais chimiques, voire des OGM. Et ce soja qui pousse à la place de l'Amazonie, on va l'envoyer ensuite en France, pourquoi pas, pour nourrir nos bestiaux à nous, c'est-à-dire nos vaches, cochons, porcs, voilà, ce que vous voulez, mais la viande qu'on va manger. Pourquoi? Parce que en fait, quand on s'est mis à faire du maïs, ce qui était vraiment pas la meilleure des idées, au lieu de mettre des vaches dans les prés à manger de l'herbe, de la luzerne, du trèfle rouge et autres qui étaient parfaitement équilibrés, et ben on s'est retrouvé avec de la nourriture qui était, comment on pourrait dire, qui manquait de protéines. Et les protéines, on les retrouvait où? Dans le soja. Alors on s'est dit, c'est pas grave, on va récupérer le soja des États-Unis. Et puis on récupère maintenant le soja du Brésil à la place de la forêt. D'accord? Et il faut passer que quand vous déforestez pour faire du soja à la place, vous allez envoyer des tonnes et des tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, puisque nos arbres sont des puits de carbone. D'accord? Ils conservent le CO2 en eux. D'accord, donc ils récupèrent le CO2, c'est le principe de la photosynthèse. Ils cassent le CO2, ils récupèrent le carbone et ils renvoient ensuite l'oxygène, O2, dans l'atmosphère. Quand vous brûlez des arbres, tout ce carbone qu'ils ont récupéré, allez hop, c'est là-haut. D'accord? Donc il faut y penser, quand vous mangez un steak, vous participez aussi à les émissions de gaz à effet de serre et à la déforestation amazonienne. Vous participez aussi indirectement à la consommation incroyable d'eau. Pour un steak, c'est 4500 litres d'eau par exemple. On y pense. Derrière, ben voilà, c'est ce genre d'image dont je vous parlais. On y voit d'ailleurs par cette liste, c'est très impressionnant. Hein, vous avez la route transamazonienne comme ça, là, qui transperce l'Amazonie. Et tout ce que vous voyez, les petites taches autour, ben, ce sont des zones qui ont été défrichées. C'est l'équivalent de ceci. Et plus en fait on a défriché un endroit et au bout de 3-4 ans, comme c'est plus trop fertile, on ne peut plus faire trop de soja à cet endroit-là ou de faire d'autres cultures, stop, on arrête, on brûle à côté et on continue. C'est la raison pour laquelle en fait la déforestation n'arrête jamais. Et les statistiques sont très impressionnantes, hein, parce que justement comme les grands propriétaires terriens qui possèdent ces terres-là veulent continuer, en plus généralement c'est des terres en plus qu'ils ont acquis en les volant à des prix paysans, comme ils veulent continuer d'exploiter les terres de l'Amazonie, et bien du coup, quand ils ont vu Lula arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Allez hop, on brûle le maximum, de manière à ne pas se faire ensuite piéger par le gouvernement qui va nous dire on arrête, on n'a plus le droit, c'est illégal, on va protéger la forêt. Donc résultat des courses, là, le dernier mois, là, donc, je crois que c'était donc du coup en octobre, ils ont brûlé 10 000 km². Alors ils, ce sont les grands propriétaires terriens, 10 000 km² de forêt en plus. 10 000 km², vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Or, quand on voit, c'est un petit peu dommage parce que j'ai pas trouvé la suite, mais en gros, ça donne ça, ce genre de paysage, d'accord? Vous aviez peut-être un point de défrichement au départ, et puis ça explose par la suite. Soit, comme je vous l'ai dit, pour faire du soja, soit des zones de pâturage. Derrière, on a quelques statistiques qui sont terribles, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas que le Brésil qui est responsable de la déforestation. La Russie l'est tout autant, mais la Russie, ce ne sont pas des feux volontaires, c'est par exemple ce qui se passe en Sibérie. En Sibérie, ça fait des années et des années que ça brûle, parce que c'est de la tourbe, et que la tourbe, ça ne s'arrête pas comme ça, hein, le feu. C'est un combustible, la tourbe, au départ. C'est un peu marécageux. Et donc, du coup, à certains autres endroits où il devrait normalement faire 5, 6, 10 degrés, 20 degrés grand maximum, et encore ce sont des records, il a fait presque 30, voire 35 degrés, certains endroits de Sibérie. Donc ça a cramé, bien évidemment, hein, toutes les forêts y sont passées, et on constate qu'il y a d'autres pays qui sont concernés par de très très grandes
zone de déforestation. Hein. Si on regarde ici, on est en millions d'hectares. Les États-Unis, c'est 2 millions d'hectares. On pense tout de suite au feu en Californie, etc. Et c'est chaque année la même chose. On a des records battus en permanence. La Russie, 5 millions, 5 millions, 5 millions, 3 millions, 5 millions en permanence. On brûle la forêt sous les effets du réchauffement climatique et sous les effets des activités humaines, comme pour le cas du Brésil, crame. Et on envoie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et on perd de la forêt qui est justement, enfin une forêt, c'était une réserve de biodiversité et un puits de carbone. Mais bon, on le fait quand même. Alors, juste une dernière chose pour vous, que vous compreniez bien aussi. Quand on mange de la viande, puisque en fait, le problème ici pour le cas du Brésil c'était la viande, quand on prend de la viande, quand on mange du bœuf par exemple, eh ben, je vous ai mis ici, c'était sorti chez Bon Pote, là, un gars qui a un site internet qui travaille essentiellement sur les problèmes de réchauffement climatique et qui essaye justement de montrer à quel point on ne va pas dans le droit chemin et ce qu'il faudrait faire normalement. Quand on a ici le bœuf, en CO2 équivalent par kilo produit, eh bien, on se retrouve ici à 60, enfin voilà, vous voyez la différence, hein, 60 kg par kilo de 60 kg je vais y arriver, de gaz à effet de serre de CO2 émis par kilo de viande. D'accord? Alors on s'est amusé à faire un petit calcul comme ça avec un pote d'ailleurs, hein, en l'occurrence. On s'était dit si on mange 2,5 kg, c'était 2,5 kg de viande, bah vous faites l'équivalent d'un Toulouse-Bretagne, Bretagne-Toulouse. D'accord? Donc environ 1400 km. 1400 km, 2,5 kg de viande. Donc si vous voulez faire quelque chose pour le climat, parce que c'est assez simple finalement. Mangez pas de viande, c'est très bien. Mangez moins de viande en tous les cas, il le faut. Je parle surtout de viande rouge, c'est pas forcément le cas avec les autres animaux, hein. C'est lié au fait que la vache mange énormément. Et qu'en plus de ça, derrière, elle est responsable de beaucoup de gaz à effet de serre elle-même, d'accord, par le méthane notamment. Et le méthane, c'est 25 fois plus puissant en termes de gaz à effet de serre que le CO2, d'accord, en termes d'opacité qui retiennent les rayons infrarouges. Et là, en l'occurrence, bah, c'est un peu embêtant parce que cette vache, elle va surtout roter du méthane, elle a 4 estomacs, c'est un ruminant. Et en fait, comme tout ce qui est putréfaction ou digestion par anaérobie, et bien en fait, les aliments ingérés vont ressortir sous forme de méthane. Alors, plus il y a du méthane, et plus ça réchauffe. Donc c'est une boucle de rétroaction positive ici. J'avance. Alors puisqu'on est justement dans les animaux, pensez que là, ce que vous avez ici dans les niches, là, ces centaines de niches, ce sont des veaux. Il faut imaginer un petit peu ce qu'on fait à nos animaux quand même. Hein. Les vaches, d'abord, on va les inséminer de manière artificielle, ensuite elles vont véler, elles vont faire un veau, ce veau on va le retirer directement, la vache elle va pleurer tous les larmes de son corps, on s'en fiche, on va récupérer son lait puisque désormais elle va avoir une lactation régulière, et on va faire du beurre, du lait, de la crème, ce que vous voulez, pendant 2 ans, 3 ans, grand maximum. Après elle ne fournit plus assez, donc elle va partir à l'abattoir. Nous par exemple en France, c'est pas du bœuf qu'on mange, c'est essentiellement de la vache, il faut le savoir. Et ces veaux là, eux ils vont manger, enfin ils vont être nourris pendant 2-3 mois, et puis après, à l'abattoir, pareil, c'est la même chose. Donc il faut voir la cruauté avec laquelle on traite nos animaux. Là, par exemple, on automatise totalement les rendements laitiers, on n'est plus du tout dans c'est fini la petite ferme avec le paysan, etc. Hein. Là, pareil avec les poulets, hein. Les poulets ils ne voient plus jamais le jour, on les fout par dizaines, voire centaines de milliers. D'ailleurs, le dernier projet en Bretagne qui va être monté l'an prochain, c'est 900 000 poulets, dans le Finistère notamment, je crois. 900 000 poulets qui ne voient jamais le jour, qui vont être abattus au bout de 2 mois grand maximum, ça va très très vite, à coup d'hormones de croissance et d'antibiotiques, parce que quand ils sont très très nombreux comme ça, bien évidemment, les maladies se transmettent très facilement, et comme elles se transmettent très facilement, on donne des antibiotiques en prévention. Résultat des courses, ça favorise l'antibiorésistance. Et c'est pareil pour tous les élevages. Ici on a des cochons, ça vous rappelle peut-être quelque chose, hein. Vous avez vu les normes, c'est 1 mètre je ne sais plus combien sur 90 cm, et puis vous avez des cochons comme ça qui vont vivre pendant 1 an, 2 grand maximum si c'est une fruite pour faire des porcelets. Et pour faire notre saucisson, ben on va en mettre comme ça des milliers dans des élevages fermés sur caillebotis. Alors caillebotis, c'est un sol avec des petits trous partout et toutes les déjections qu'ils vont émettre, eh ben, on va les récupérer et on va ensuite les mettre dans les champs. Et en Bretagne, comme on est les rois de l'exploitation de porc, on va se retrouver avec des tas de déjections porcines que l'on fout dans les champs. C'est essentiellement des nitrates qui vont favoriser par la suite, enfin nitrates d'azote, hein, ça va se transformer après au contact des sols, et on va se retrouver avec énormément d'algues vertes dans les rivières, puis dans
dans les mers et qui vont créer par la suite ce que l'on appelle des marées vertes. Et donc ça crée des conflits d'intérêts avec les professionnels du tourisme, avec les touristes eux-mêmes, avec les agriculteurs du coup, qui ne veulent pas reconnaître qu'ils sont responsables, pour certains, c'est plutôt trop le cas maintenant. Mais ça pose d'autres problèmes, c'est que c'est un danger de mort, d'accord? Il y a des endroits, des plages, qui sont interdits d'accès, où on ne peut pas creuser, aller chercher des coques, quoi que ce soit, on ne peut pas venir avec les animaux non plus, parce que tout simplement, il y a risque de mort. Il y a déjà une personne qui est morte, en plus en faisant son jogging, un cheval, un chien, on a eu un sanglier, enfin on retrouve de la vie qui meurt à cause de ces algues vertes en putréfaction qui diffusent du sulfure d'hydrogène à cause au départ, ces élevages de porcs qui sont monstrueux. Alors, la pêche, c'est pareil, vous connaissez la musique, vous savez qu'on est en train de vider les océans, et quand on vide les océans, c'est catastrophique parce que bien évidemment, on rompt complètement les écosystèmes, notamment les gros poissons. Alors derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi des cétacés qui disparaissent au fur et à mesure du temps parce que nos filets que vous voyez là, finalement ils finissent par dériver, on ne les récupère pas au fur et à mesure une fois qu'on a pêché. Ça c'est une image qu'on a en tête ou une idée reçue, mais non ça marche pas. Tout filet qui a été utilisé très souvent finit à la mer. Donc on a des kilomètres de filets qui se baladent un petit peu partout. Inutile de vous dire que ça finit dans l'estomac des poissons. Ces poissons-là qui vont les absorber, nous on va les manger. Et on dit que désormais on va manger l'équivalent chaque semaine de environ une carte de crédit. Par semaine comme je disais. Pensez alors à eux, c'est pire encore, ils meurent de ces filets, ils meurent noyés complètement parce qu'ils sont obligés de slalomer entre les filets qu'il y a partout dans leur milieu de vie, et en plus de ça, pour les plus petits poissons, ils absorbent des microplastiques que nous, on envoie dans l'océan. Si on compte en statistiques, alors c'est très impressionnant, ça c'est des statistiques données par L214 qui ont été confirmées pour le coup, 3 milliards 800 millions d'animaux tués chaque jour, 183 animaux tués par an et par habitant, donc vous voyez, juste pour notre consommation de viande, et tout ça n'a été possible que parce que, rappelez-vous, on a les gaz à effet de serre, les énergies fossiles qui nous permettent justement d'augmenter les rendements aussi bien en termes de production de soja, de maïs et autres, mais donc du coup aussi en production d'animaux. Et ces animaux, du coup, on en tue 1380 milliards chaque année. Là ici c'était par exemple en 2018. 6% d'animaux terrestres, 94% d'animaux aquatiques. Vous comprenez alors pourquoi on dit que l'on vide les océans, d'accord? Et puis là, sans contestation. Et alors, en plus de ça, ce qui est terrible dans l'affaire, c'est qu'on représente maintenant près de 96%, nous, ainsi que tous nos animaux d'élevage et de compagnie, 96% de la biodiversité. Il ne reste donc plus que 4% pour les animaux sauvages. On a complètement dompté le monde avec nos pratiques, notre consommation, et on n'a plus aucune idée de la démesure que représente notre consommation. 1380 milliards. Imaginez-vous que, par exemple, quand on parle de 1 million de secondes, 1 million de secondes, c'est 15 jours. 1 milliard de secondes, c'est 30 ans. Mais une grosse différence entre 1 million et 1 milliard. Là, on est à 1380 milliards. 1380 fois 30 ans. D'accord? Par rapport à, par exemple, on sait rien, 1000 ou millions. La démesure. On est dans la démesure perpétuelle, mais on n'a aucune connaissance de ce que l'on est en train de faire. Nous, on mange juste notre bout de viande, ou enfin pas moi, mais la plupart des gens, un bout de viande, un poisson, ou ce que vous voulez. Donc il faut savoir aussi revenir en arrière, c'est bien, mais ça veut dire quoi tout ça? Et puis en fait, finalement, quand on regarde un petit peu les sources là de l'IUCN, alors c'est l'organisme en fait qui travaille sur pas la protection de la nature, mais sur les statistiques pour établir l'état de la biodiversité. Et bien en fait, du coup, on constate qu'il y a 30% d'amphibiens qui sont menacés, 25% de conifères, les récifs coralliens qui disparaissent peu à peu. On estime qu'en 2050, si on atteint 2 degrés, ça serait, enfin 1,5 degré d'abord, ça serait la moitié des coraux qui disparaîtraient. En 2100, si on atteint plus de 2 degrés, ils ont tous disparu. D'accord? 1 degré d'écart, 1 degré par rapport à nos jours, là, 1 degré de plus, les coraux disparaissent. C'est lié au fait qu'en fait, la symbiose qui existe entre le corail et son squelette et les microalgues qui constituent son corps, c'est ça qui donne les couleurs, etc., et qui fait qu'il arrive à produire de l'énergie, parce que ces algues font aussi de la photosynthèse. Et bien en fait, c'est ce réchauffement-là qui fait disparaître ces algues et qui fait blanchir le corail. Le problème, c'est un petit peu dommage, c'est que ce corail, du coup, avec ces micro-algues-là, c'est aussi un absorbeur de carbone. Donc le CO2 est en grande partie absorbé par le corail. Donc s'il disparaît, vous avez une très très grande partie de ce carbone qui va rejoindre l'atmosphère encore. Et ça s'appelle encore une boucle de rétroaction positive.
derrière, vous allez pouvoir aussi comprendre que la biodiversité risque de disparaître parce que tout simplement les récifs coralliens ont disparu. Les stocks de poissons du coup disparaissent par notre faute parce qu'on consomme trop de poissons via la pêche, mais ils disparaissent aussi parce que leurs lieux de vie disparaissent. D'accord? Et on sait bien pourquoi les oiseaux aussi disparaissent. D'ailleurs, en fait, il y a des statistiques terribles sur les oiseaux. Hein. En Allemagne, en Allemagne en Allemagne, pour les oiseaux et pour les insectes, on a constaté, il y a une étude qui a été faite sur 10 années, 2010-2020, montrant que dans une zone pourtant protégée, ils avaient perdu 50% d'oiseaux, 50% d'insectes en 10 ans. Voilà, faut imaginer ce que ça veut dire. Hein. Alors, on les connaît, les causes, en fait. Hein, on sait que, du coup, toutes ces espèces sont menacées. Alors, 1 million sur 8 millions d'espèces connues pour l'instant. Il faut savoir qu'on estime qu'il y a à peu près 18 millions d'espèces. On ne les a pas toutes recensées, loin de là, et pourtant, on les fait disparaître. Dégradation des terres et l'artificialisation des sols, je vais y arriver. Les pratiques agricoles intensives, la déforestation, le changement climatique, la pollution, et aussi les espèces exotiques envahissantes. Donc au bout du compte, on a plein de facteurs qui sont tous liés, en tous les cas, à nos pratiques, qui font disparaître les animaux, la biodiversité, certains meubles végétaux, etc. Alors au bout du compte, c'est Hubert Reeves qui disait quand même, l'homme est l'espèce la plus insensée, il vénère un dieu invisible et massacre une nature visible. Sans savoir que cette nature qu'il massacre est justement le dieu invisible qu'il vénère. Parce que sans la nature, on n'est rien. Si la biodiversité disparaît, c'est terminé. D'accord? Mais ça, on n'en a absolument pas conscience parce qu'on a l'impression que la biodiversité ou l'environnement, c'est autre chose. Et que nous, on est au centre d'abord. Et en fonction de si on vit, les autres voudront bien vivre aussi. C'est le contraire en fait. Si la biodiversité vit, nous on vit aussi. D'accord? Donc si je vais un petit peu plus loin, voilà ce que ça vous donne, cet avenir qu'on peut promettre. Ce sont des gens en tous les cas qui à certains endroits sont extrêmement pauvres parce que eux, contrairement à nous, pour le cas de l'Afrique par exemple, ils sont à peu près 1,5 milliard maintenant. Ces 1,5 milliard, il correspond à 0,1% des gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère. Ce sont des gens qui reçoivent nos déchets pour soi-disant être recyclés, alors que finalement derrière ils n'en font que récupérer quelques parties et faire ce qu'ils peuvent avec pour gagner de 3 francs 6 sous. Chez nous, on multiplie les inégalités. Ailleurs, vous avez des gens qui n'ont plus du tout, qui n'ont jamais eu d'ailleurs d'accès à l'eau, qui vivent dans des bidonvilles et qui doivent faire la queue pour avoir un peu d'eau dans des jerrycans. Alors forcément, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne restent pas. Ils essayent d'aller ailleurs, d'aller voir comment ça se passe dans des pays plus riches. Hein. Je pense que vous avez tous vu l'actualité. L'Ocean Viking, par exemple, qui a été refusé en Italie, que nous, on a bien voulu prendre à contre-cœur avec des discours terribles de l'extrême droite. Il faut penser avant tout que ce sont des gens qui n'ont pas forcément à manger, qui n'ont pas forcément de l'eau courante, qui n'ont pas accès aux énergies, qui voient par contre comment nous on vit. Et il ne faut pas oublier non plus que nous on reçoit ceux qui sont à la limite les moins pauvres, parce que la très très grande majorité des migrants qui existent dans le monde, ce sont des gens qui vont tout simplement soit quitter leur campagne pour aller dans les villes, soit quitter leur ville pour aller dans le pays d'à côté parce qu'il y a la guerre ou parce que l'enrichissement climatique a détruit totalement leurs conditions de vie. Soit ce sont des gens qui tout simplement se dirigent vers le pays d'à côté en se disant que c'est sûrement mieux. Et ils ont sûrement raison, sauf que dans le pays d'à côté, c'est pas forcément beaucoup mieux peut-être. Hein, quand on est au Soudan et qu'on va au Tchad, je sais pas si les conditions sont meilleures, si ce n'est qu'il n'y a pas la guerre. Mais bon, globalement, en tous les cas, ça fait un peu mal de se dire que nous, on ne se rend pas compte qu'on n'est que 10% à être dans un mode de vie totalement hallucinant, hors norme, même ceux qui sont pauvres. Et puis vous avez des extrêmes. Ici, on est à São Paulo, par exemple, quartier riche, quartier pauvre. Un mur les sépare. Ici, on est sur une résidence sécurisée, donc on a tendance à s'enfermer en plus. D'accord? De plus en plus, notamment dans les pays en développement qui accèdent à la richesse, donc on les appelle les pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil, et bien de plus en plus, on met de côté l'idée qu'on pourrait partager les richesses, ou on pourrait partager l'énergie, ou ce genre de choses. Non, désormais, ce que l'on fait, c'est on s'enferme, et puis la grande majorité, on s'en occupe pas. Sauf que justement, le problème il est là. Si on s'en occupait, si on partageait, si on arrivait à comprendre comment on met en commun les choses, et comment, avant tout, la réussite, ça serait plus la sobriété, c'est-à-dire être économe, être responsable, cesser d'être un enfant, un adolescent pour le coup, eh bien on s'en sortirait beaucoup mieux. D'accord? Alors, si je vais plus loin, imaginez alors que quand on parle de destruction de l'habitat, alors qu'on est lié aux énergies fossiles, on est lié au sol, on est lié à la terre, eh bien en fait nos pratiques, il faudrait les changer, mais on ne le fait pas. Par exemple ici, vous avez un tracteur qui va envoyer avec 40-60 cm de soc du fer comme ça dans la terre pour renouveler, pour retourner cette terre et espérer qu'elle soit ensuite plus réceptive et qu'elle puisse
générer l'année d'après de meilleures récoltes. Eh bien, en fait, oxygéner la terre, ça veut absolument rien dire. En fait, au bout du compte, ce qui est sûr, c'est qu'il va broyer toute une forme, enfin énormément de formes de vie, notamment par exemple les vers de terre. Or, on estime qu'il faut pour un bon sol fertile, sur 1 hectare, il faudrait 2 tonnes de vers de terre. D'accord, sur les propos de Marc-André Sellos et de Claude Bourguignon, qui sont des ingénieurs agronomes. Et là, en l'occurrence, on est plutôt entre 0 et 200 kg de vers de terre à l'hectare, par exemple, dans la Meuse parisienne. Un peu embêtant, hein, parce que ça veut dire qu'on a divisé par 10 le stock de vers de terre, sauf que sans vers de terre, vous n'avez pas d'agriculture. Donc vous voyez, en fait, on fait que des choses comme ça. Et puis, tant qu'à faire, on va plus loin, on pesticide à mort, et derrière, ça nous donne des maladies, comme je vous disais, des cancers, etc. Et pourtant, tout ça, c'est du progrès à la base. C'est du protoxyde d'azote, on s'en rend compte maintenant, hein, c'est-à-dire en fait, ce protoxyde d'azote qui va ensuite s'évaporer et se retrouver dans l'atmosphère, et qui est un gaz 250 fois plus puissant en matière de gaz, enfin en matière de réchauffement climatique, d'efficacité de réchauffement climatique, que le CO2. Et bien ça, c'est de l'engrais qui est lié à du gaz, et ce gaz, c'est de l'énergie fossile. Et d'ailleurs, en fait, c'est assez étonnant parce que ce gaz, il nous vient de Russie, et sans le gaz qui vient de Russie, on risque d'avoir des petits problèmes dans les temps à venir. Justement, à suivre pour les temps à venir, parce que comme on l'a vu, on est déjà sur des rendements qui sont hauts, mais qui ont tendance plutôt à stagner ou à diminuer, et avec un besoin ou une dépendance très très forte aux énergies fossiles pour le tracteur, et au gaz naturel pour les engrais. Alors comment on va faire par la suite? On verra, mais pour l'instant, c'est mal barré. Alors donc, du coup, je vous ai mis quelques exemples là, justement de vie que l'on retrouve sous la terre et qui ont tendance petit à petit à disparaître. Alors justement, puisque je vous parlais des rendements, regardez ici, rappelez-vous, hein, on avait parlé de ça tout à l'heure, quand on regarde juste la fin, c'est ça qui nous intéresse, ici on a finalement une stagnation, voire une baisse des rendements agricoles mondiaux. À l'échelle mondiale, en fait, on ne fait pas mieux. On a beau avoir des plus gros tracteurs, on a beau avoir ou exploiter tout ce que l'on peut en plus, des surfaces plus importantes, on ne fait pas mieux. C'est lié notamment à ce qu'on appelle la fatigue des sols. Les époux Bourguignon en parlent beaucoup de cette fatigue des sols, et c'est surtout un phénomène qui se généralise de plus en plus. Et ça, c'est vraiment un vrai problème pour l'agriculture, pour les paysans et surtout pour les gens, puisqu'ils veulent consommer davantage de viande, mais dans le même temps, il va falloir être encore plus intensif, produire encore plus de végétaux, type maïs et soja, alors qu'on n'en est plus capable. Donc là, on a un petit sujet pour les années à venir.